dépasser la ligne de but. Une ligne droite, un virage, une dernière ligne droite. S'il te plaît, à 2 mètres de la ligne. Across the finish line to get the victory. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast La Ligne, le podcast qui décrit toutes les carrières liées au sport de haut niveau. Je m'appelle David et 2 fois par mois j'irai à la rencontre de toutes ces personnes qui ont fait de leur passion sportive leur métier. Athlètes, médecins, journalistes sportifs, dans l'ombre ou sous le feu des projecteurs, nous découvrirons ensemble les joies, les peines et les passions de ces personnalités au destin aussi atypique que extraordinaire. Je t'invite grandement à t'abonner, à noter et à laisser un commentaire sur Apple Podcast pour me suggérer des idées, des améliorations ou encore des invités. Tu peux également suivre la page Instagram laligne.podcast où tu découvriras l'envers du décor de chaque épisode. C'est également un excellent moyen pour me contacter. À chaque fin d'épisode, je lirai un commentaire de la plateforme Apple Podcast ou un message reçu sur Instagram afin de prendre en compte tous vos avis. Le but, faire progresser ce podcast tous ensemble. Allez, assez parlé, tout de suite, place à notre invité du jour. Bonjour Valentine Colassante. Bonjour. Tu es danseuse étoile à l'Opéra de Paris. Exactement. Déjà, comment vas-tu ? Très bien, merci. Période un peu particulière pour nous tous, mais voilà, ça va très bien. Tant mieux. Si tu le permets, je vais te présenter rapidement et tu me dis si je fais quelques erreurs. Donc, tu es danseuse étoile à l'Opéra de Paris. Exactement. Tu es née le 5 mars 1989 à Paris. Tu es d'origine italienne. D'ailleurs, il me semble que tu reviens d'Italie. Exactement, oui, tout juste, tout fraîchement rentrée d'Italie. C'est super. J'espère que tu en as bien profité, en tout cas. Oui. Donc, tu débutes la danse classique très tôt. Et tu fais tes classes au sein de l'école de danse de l'Opéra de Paris. Exactement. Jusqu'à tes 28 ans, où on va dire que c'est la consécration et tu es nommée étoile à la suite d'une représentation de Don Quichotte. Exactement. Donc je suis très très heureux de te recevoir pour ce premier épisode parce que il y a quelque chose qui me fascine un petit peu dans ton métier, c'est qu'à la fois c'est un sport de haut niveau, car tu es une sportive de haut niveau, mais en même temps tu es une artiste et tu fais de l'art au quotidien. Donc je pense que ce sera un entretien très intéressant. Donc comme tu l'as dit, on sort d'une période un petit peu compliquée, enfin étrange, et ma première question c'est qu'est-ce que c'est d'être une danseuse étoile pendant le confinement ? Comment tu l'as vécu ? Comment tu t'es entraînée ? Comment tu t'es motivée ? Est-ce que tu as appris des choses ? Alors, je pense que ça a été une période rétrospectivement là, très intéressante pour moi, même si ça a été un petit peu difficile forcément, parce que c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai jamais eu, heureusement pour moi, de grosses blessures qui m'ont empêché de danser pendant autant de mois. Donc là, c'est vrai que c'était un peu une épreuve. Je savais même pas vraiment moi-même comment j'allais réagir. Donc ça a été un peu s'adapter en fait au quotidien et voir comment le corps réagissait aussi, parce que c'était assez nouveau. C'est-à-dire qu'en effet, comme tu le disais, c'est un sport et un art, donc il faut continuer à s'entretenir physiquement comme un sportif de haut niveau, ce qui a été pas toujours évident au niveau de la motivation parce que les premières semaines, on ne savait pas trop combien de temps ça allait durer, donc comment adapter son entraînement. On s'adapte pas de la même manière si on est 2 mois enfermé ou si on est 2 semaines enfermé. Donc il y a eu beaucoup d'interrogations au départ. C'était très nouveau aussi pour tous nos coachs, tous les coachs sportifs, les kinés, les médecins, tous ceux qui nous entourent. Voilà, ça a été s'adapter à chacun. Donc on a la chance à l'Opéra d'être suivi par l'INSEP, donc qui nous a donné des recommandations assez rapidement sur l'alimentation, sur la manière de s'entraîner, sur essayer même de garder un état psychique correct, parce que c'est très très important aussi de garder la motivation et de garder un équilibre, disons, mental. Donc voilà, ça a été tout ça. Mais disons que déjà dès la 2e ou 3e semaine, il y avait une espèce de routine qui commençait à s'installer, même dans les entraînements en fait. J'avais réussi à adapter un espèce de planning en fait, c'est ça. Je me suis fixé une sorte de planning. Alors, je respectais pas à la minute près, mais j'essayais de faire quelque chose, d'organiser mes journées comme si j'étais encore à l'opéra, quoi.
Donc faire des séances d'entraînement que de gainage, plus musculation, etc. Ensuite, je faisais donc tout ce qu'on a l'habitude de faire, donc qui est un peu notre routine à nous, c'est une barre en fait de danse classique avec une série d'exercices qu'on fait depuis qu'on est tout petit, qui varie un petit peu mais qui est quand même, disons, notre quotidien, quoi. Et ensuite quelques entraînements au milieu de proprioception. Voilà, ce qui a été plus difficile à gérer, c'est la motivation. La motivation, clairement, parce que la perspective de spectacle, elle est encore lointaine. Et voilà, c'est surtout ça qui est difficile pour nous en ce moment. C'est de pas savoir exactement quand est-ce qu'on va reprendre. Parce que j'ai vu aussi que l'Opéra de Paris, vous proposiez des lives Instagram un petit peu pour mettre les gens à la danse, pour faire bouger les gens. Oui. J'ai beaucoup aimé ça. Oui, ça a été un grand plaisir et assez nouveau aussi, d'ailleurs, parce que j'avais jamais fait vraiment de cours live comme ça. Donc il a fallu s'adapter, mais c'est très intéressant aussi pour tout en fait. C'est-à-dire que moi je me rends compte à quel point maintenant la danse aussi elle peut aller dans d'autres, sur d'autres plateformes, sur d'autres. Finalement il y a énormément de ponts qui peuvent se faire artistiquement et sportivement. Donc voilà, tu sors de ta zone de confort un peu ça, et exactement. tu découvres des nouvelles choses. C'est ça, c'est un peu l'opéra, c'est un peu une prison dorée, quoi. C'est un espèce de cocon où on est très très bien entouré, où on a énormément de chorégraphes qui viennent à nous, des metteurs en scène, enfin voilà, c'est vrai que c'est très riche, mais on a tendance à peut-être un petit peu oublier qu'il y a d'autres supports, d'autres plateformes, qu'on peut rendre la danse encore plus populaire. En tout cas, moi, c'est vraiment voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, cette période, ça a été aussi un moment pour moi de réfléchir un peu, même à la suite, en fait. Comment s'adapter à si y a une deuxième vague, si on est amené par la suite à recommencer ce genre de confinement, ou en tout cas de refermer. On voit bien que les premiers... Enfin là... malheureusement, on est les premiers à en souffrir, les artistes. C'est vrai que c'est quelque chose qui est, en effet, c'est la dernière chose qui va, c'est la dernière chose qui va être mise en place à nouveau parce que, forcément, c'est des lieux fermés, c'est des endroits où il y a beaucoup de monde. Et en même temps, c'est tellement important. Enfin, moi, c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin au quotidien. Et je me rends compte qu'autour de moi, même, n'importe qui, en fait, a besoin de culture, a besoin d'art pour se nourrir, surtout en ce moment. Donc en fait, parce qu'on a besoin justement, comme on a un quotidien qui est un petit peu moins sympa que d'habitude, parce qu'on peut pas sortir, parce qu'on peut pas aller voir des concerts, parce qu'on peut pas s'enrichir d'autres choses. Du coup, on a besoin d'avoir des supports en effet autres. Donc médias, sonores, voilà. C'est pour ça que je suis très contente aussi d'être là aujourd'hui, parce que c'est un moyen de partager, c'est un moyen de partager un peu ma passion, quoi. Bon, alors on va essayer de faire l'interview le plus sympathique et le plus complet possible. Donc, dans cet entretien, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est un petit peu d'étirer ta vie. Et tu m'as dit justement que ça remettait des choses en question pour le futur et les perspectives. On en viendra à la fin. Et ma première question, c'est quand tu étais petite, c'était qui la personne ou la personnalité que tu rêvais d'être ? C'était qui ton modèle ? Mon modèle, il y en avait plusieurs. C'est toujours un peu, restrictif de donner un modèle. Après, y a, là, je pense par exemple à Zizi Jeanmaire, par exemple, qui est décédé. Donc, c'est une manière aussi certainement de lui rendre un hommage, qui est décédé la semaine dernière. Voilà, par exemple, ça fait partie des personnalités un peu touche à tout, des gens qui ont une artiste vraiment complète, qui a fait autant de danse que de chant, que de théâtre, que de... Voilà, en tout cas, c'est ce que je rêve d'être. J'y suis pas encore arrivée. Voilà, j'ai réussi en tout cas à dépasser certaines limites pour être danseuse étoile, et on reviendra certainement dessus sur mon parcours, etc. Mais voilà, l'exemple, disons, qui est encore un exemple pour moi, ce sont en tout cas Zizi Jeanmaire ou d'autres, mais des artistes un peu pluridisciplinaires. Moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que maintenant que j'ai atteint un niveau en danse, j'ai envie de pouvoir m'en servir, toutes les clés que j'ai réussi à obtenir par l'abnégation qui représente aussi mon métier, parce qu'il y a aussi beaucoup de résilience, c'est un métier qui est difficile, certes, mais maintenant, c'est des choses dont je peux me servir ailleurs. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de découvrir et d'explorer. Voilà, donc des exemples petites, c'était ça, des artistes un peu qui touchaient à tout. Et tu penses que la danse, justement, te donne une certaine légitimité pour aller vers d'autres arts ? En tout cas, je pense qu'il y a des ponts qui se font, certainement, et la danse, il y a une espèce de... On travaille sur le corps, beaucoup. On parle
On développe un certain art du mouvement, de comment on se présente, de comment on se tient, de ce qu'on exprime par notre corps. On développe beaucoup l'expression du corps et je pense que c'est des choses qu'on peut retrouver très bien dans le théâtre, dans le cinéma, peut-être un peu moins dans la musique, mais du coup la danse est très reliée à la musique aussi d'une autre manière parce qu'on danse rarement sans musique. Donc voilà, il y a énormément de ponts qui peuvent se faire et c'est vrai que le confinement a certainement augmenté cette envie chez moi de faire des ponts, de m'intéresser à autre chose. J'ai toujours été très curieuse de tout ce, en tout cas artistiquement, de tout ce qui se fait autour de moi, parce que je pense que ça me nourrit aussi et ça me permet de m'améliorer et de me challenger un peu. Mais là, encore plus en ce moment qu'avant, je pense. Bon, bah. Super, tant mieux. Donc tu nous as dit que tu étais super curieuse, mais tu as quand même eu un focus sur la danse qui a été très très tôt. Il me semble que tu as commencé à 5 ans, c'est ça ? Exactement. Et tu es rentrée à l'école de danse de l'Opéra à 8 ans. Exactement. Et moi je me demande comment ça se passe en fait. Comment on est sélectionné à 8 ans pour rentrer dans l'école de danse de l'Opéra ? Alors, c'est un peu inconscient. En fait, je pense, j'avais beaucoup d'énergie. Il fallait que je mette cette énergie dans un sport. Enfin, en tout cas, mes parents étaient vraiment, je pense, il fallait trouver quelque chose pour m'occuper, pour m'amuser, etc. autrement et pour que je passe cette énergie par le corps. Et du coup, la danse, ça a été un peu une évidence parce que ma maman était aussi dedans, parce que certainement que... J'avais, je pense, une prédisposition quand même. Je pense que ce ne sont pas des choses qui se font au hasard non plus. Mais voilà, tout de suite, le premier cours de danse que j'ai fait, ça a été une révélation. C'était vraiment quelque chose qui me faisait du bien, en fait. Je sentais, sans pouvoir mettre des mots dessus, parce que j'étais très petite, mais j'y allais avec autant d'envie à chaque fois, autant de ferveur, et je ressortais... heureuse, quoi. Donc, je pense que je me posais pas plus de questions que ça. J'ai entendu parler de l'école de danse de l'Opéra de Paris, qui est une école un peu mythique. Disons, on en parle un peu dans toutes les écoles de danse. Ça faisait rêver, voilà. C'était plus ça. C'était les paillettes, c'était, j'imaginais, le tutu, le diadème de princesse. Voilà, j'étais petite. Donc, j'étais une petite fille comme toutes les autres. C'est-à-dire, je rêvais de me déguiser, de mettre des diadèmes, voilà. Donc, c'est vrai que c'était quelque chose de... attrayant, j'étais curieuse, donc j'ai voulu présenter l'école de danse. On m'avait prévenu que c'était très difficile, que la sélection était très rude, mais j'étais toute petite, donc ils prennent à l'école de danse entre 8 et 12 ans. Donc c'était un peu le premier test. J'avais pas vraiment de... On m'avait tellement préparé à l'échec, finalement, que du coup, j'y allais un peu vraiment inconsciemment, en me disant, bon, bah, de toute façon, il y a de fortes chances que ça marche pas. Donc, je me mettais pas plus de pression que ça. Et j'y suis allée assez nature, en fait, et je pense que du coup, c'est presque ça qui a plu, parce que j'avais pas encore une technique incroyable, j'avais que 3 ans de danse derrière moi, j'avais pas encore mis les pointes, il y avait plein d'enfants autour de moi, je me souviens, qui faisaient bien plus de choses que moi, mais j'avais envie, en fait. Je pense que c'est surtout ça, j'avais envie, et ça se sentait. Et du coup, voilà, je suis rentrée à l'école de danse, j'étais vraiment un bébé, hein, j'avais 8 ans, il a fallu que je fasse mes valises toute seule, que j'aille en internat, ça a été... Voilà. C'est ça, justement, tu commences à l'école de danse à 8 ans et tu irais jusqu'à tes 17 ans à l'entrée du corps du ballet. Et là, pendant tout ce temps, il me semble que tu es en internat, c'est bien ça ? Alors, pas tout à fait tout le long, mais quand je suis rentrée à l'école de danse, voilà, on restait dans une phase un peu d'inconscience, d'amusement. J'avais école le matin, danse l'après-midi et donc, en effet, internat le soir, parce que c'était trop compliqué pour mes parents de venir me chercher à chaque fois. Ils travaillaient, j'ai des frères et sœurs, c'était vraiment compliqué. Les horaires sont assez stricts, ça commence très tôt le matin parce qu'on doit faire le même programme scolaire que des enfants normaux. Donc on a 4 heures pour faire un programme, on a 4 heures tous les matins, 5 jours par semaine pour faire un programme normal. Donc c'est vrai que c'était difficile, donc il fallait être très concentré le matin. Mais ensuite, j'avais cette espèce d'échappatoire l'après-midi où je dansais toute l'après-midi et j'étais ravie. Donc les premières années, en internat, je les ai pas mal vécues. Et après, par contre, à l'adolescence, ça a été plus compliqué et j'ai demandé à mes parents de sortir de l'internat parce que ça devenait ça devenait quelque chose de... C'est un milieu très compétitif, malgré tout. Et j'avais besoin, je pense, de ma bulle familiale plus qu'avant, bizarrement. En fait, ça a été quelque chose de très...
Il y a eu vraiment un changement qui s'est fait, en fait, vers 12-13 ans, où je me suis rendu compte que je voulais vraiment en faire mon métier et que c'était plus de manière naïve ou que c'était plus quelque chose d'inconscient ou juste pour m'amuser. Il allait vraiment falloir que je fasse des choix. J'aime pas parler de sacrifice, mais en tout cas, il a vraiment fallu que je me rende compte de ce que ça représentait aussi pour la suite. C'est-à-dire abandonner les études rapidement, parce que quand on rentre dans la compagnie, on est très jeune. Donc, je commençais à me rendre compte de ça. J'aimais les études, j'aimais la danse aussi. Donc, voilà, il a fallu faire des choix que je regrette pas du tout. Mais ça a été un moment où, en effet, je me suis posé quelques questions. Et est-ce que, justement, tu te disais que... Donc, tu nous dis que très petite, déjà, tu savais que tu voulais en faire ton métier, mais est-ce que justement le fait de retourner vers ta famille, c'était un moyen aussi pour toi de voir autre chose et de revenir, d'être plus forte dans ta danse et de ne pas être que concentrée sur ça? Complètement. Je pense que c'est très important quand on est artiste, quand on est sportif ou quand on a des métiers qui sont un peu hors normes et qui demandent énormément d'investissement. Je pense que c'est très important d'être entouré et d'avoir une bulle en fait où on se sent bien, où on n'a rien à prouver à personne. Je me ressourçais en fait dans ma famille. C'était vraiment j'ai des parents qui ont toujours été très présents. J'ai de la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenue. Donc c'est sûr que c'est pas donné à tout le monde, mais j'ai eu cette chance-là et je m'en suis servie vraiment. Ça a été une base, un socle très solide où j'ai pu m'appuyer quand j'avais des doutes, quand on me mettait un peu sous pression, quand il y avait des résultats qui étaient un peu moins bons. Donc c'est vrai que parce qu'on ne sait pas, ça n'a pas du tout été une ligne droite ma carrière. J'ai eu des gros doutes, j'ai eu des moments où j'ai voulu arrêter. Et pendant l'internat déjà? Oui, pendant l'internat déjà. Ouais. C'était vers les 13-14 ans, 12-13-14 ans, c'était vraiment j'ai eu des gros doutes. Et je pense que si mes parents n'avaient pas été là, j'aurais peut-être abandonné. En fait, c'est là aussi où ils ont été très importants. C'est-à-dire qu'ils ont su voir ce qui était vraiment important pour moi et ne pas me faire lâcher au moment où j'aurais pu lâcher. Donc c'est quelque chose qui est... que ce soit la famille ou l'entourage que l'on a, les amis, les grands-parents, c'est très important dans mon métier d'être entouré... de personnes bienveillantes. Oui. Parce que c'est un métier qui est très difficile. C'est un métier où on a énormément de stress, ne serait-ce que, par exemple, les concours à répétition chaque année. Il y avait aussi des spectacles au mois de décembre, des spectacles au mois d'avril. Donc la pression de la scène, dès tout petit, en fait. C'est-à-dire qu'à 8 ans, j'étais déjà sur la scène de l'opéra. Donc, même si on ne se rend pas bien compte, on a quand même conscience qu'il y a 2000 personnes dans la salle. On a quand même conscience qu'on est jugé, malgré tout. Il y a un regard à l'autre aussi qui se fait rapidement parce qu'on travaille sur notre corps en permanence, on est face à un miroir tout le temps. Donc il y a un rapport à nous, un rapport au corps, un rapport à l'autre, à ce qu'on renvoie. La danse, c'est aussi beaucoup sur l'image, le physique. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été compliquées à cette période-là. Il a fallu faire le tri, il a fallu comprendre quelles étaient vraiment mes envies. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été un peu particulier, mais encore une fois, je regrette absolument rien. Et donc vraiment cet internat, ça t'a donné cette rigueur pour performer, on va dire, au plus haut niveau, qui est ensuite le grade d'étoile. Et ça m'intéresse de savoir, en fait, c'est outre que les cours de danse, comment est-ce qu'on vous formait déjà, par exemple, à tout ce qui était justement hygiène de vie, physique, de prendre soin de soi, parce qu'il y a aussi des blessures qui arrivent. Donc, comment déjà à cet âge-là, on vous forme, et est-ce que ça continue à te suivre maintenant, cette formation ? Clairement, je pense que je prends pas trop de risques en disant que je serais pas la même personne si j'avais pas fait cette école. Vraiment, ça m'a formée, même si j'ai une éducation très bien, mais ça m'a appris très jeune à déjà être indépendante. Parce que on est loin des parents, on doit faire ses affaires toute seule. Je faisais ma valise à 9 ans, donc c'est vrai que c'est particulier. Et ensuite, sur le plan rigueur, en effet, hygiène de vie, on apprend très vite la corrélation qu'il y a entre son corps et ses performances, très très jeune. Donc il faut prendre soin de soi, il faut pas manger n'importe comment. Donc il y a des nutritionnistes qui nous donnent on est très vite, amenés à connaître les aliments, à connaître les bénéfices, les inconvénients de chaque chose. Ça peut être aussi au niveau hygiène de vie, même au niveau des étirements, le temps qu'on peut prendre après en récupération. Donc tout ça, on apprend ça très très jeune parce que pourquoi en fait ? Je pense que pourquoi on est aussi consciencieux dès petit, c'est qu'on aime tellement, on est tellement passionné par ce qu'on fait. En tout cas, moi, c'était vraiment mon cas. Ça reste une vision personnelle, mais
j'étais tellement, en tout cas, passionnée par ce que je faisais qu'il était inconcevable pour moi de me blesser parce que j'avais pas pris soin de moi. Donc en fait, il y a des automatismes qui se créent assez rapidement et assez logiquement parce qu'on n'a tellement pas envie de se blesser, on n'a tellement pas envie d'être arrêté pendant 2, 3 mois, 4 mois, parce qu'une grosse blessure chez un danseur, ça peut être comme chez n'importe quel sportif de haut niveau, ça peut aller jusqu'à 6 mois, 1 an. Donc pour moi, c'était inconcevable. Je pouvais pas, je me voyais pas vivre sans ça. Donc j'ai appris très vite à en effet prendre soin de moi. Et tu as déjà connu justement une blessure longue comme ça Le maximum que j'ai eu, c'est 3 mois vraiment d'arrêt total et donc 6 mois plus ou moins avant une reprise. Et ça a été vraiment très très long et très douloureux en fait, parce que c'était la première fois que ça m'arrivait, je venais de rentrer dans la compagnie, on pourra en reparler, mais c'est vrai que ça a été l'autre étape un peu de ma vie un peu compliquée, parce que cette première blessure a été synonyme de beaucoup d'interrogations, parce que je me suis dit si ça continue à répétition, comment je vais gérer ça, donc voilà. Donc ça c'est juste à 17 ans quand tu rentres dans la compagnie. Ouais. Et là, comment en fait, je sais pas en fait comment ça se passe, comment on te dit que tu vas être professionnel en fait, que tu vas intégrer le corps du ballet? Alors c'est quelque chose qui se fait un peu en amont, c'est-à-dire que vers 14-15 ans, on arrive dans ce qu'on appelle les dernières divisions de l'école de danse. Donc il y a plusieurs paliers avec un concours à chaque fois. Et ensuite, les 2 dernières années, c'est un peu cursus pré-professionnel. En gros, on nous apprend à prendre des rôles dans des spectacles, donc avoir des premiers rôles, donc porter un ballet sur ses épaules, gérer des tempi avec un chef d'orchestre. Ça va être aussi comment se préparer pour aller en scène, donc comment gérer la pression. Donc on nous apprend un peu tout ça. Ça reste très personnel, la gestion du stress. Donc c'est aussi avec l'expérience qu'on apprend finalement à se gérer soi-même. Parce que je pense que malgré tous les conseils qu'on peut avoir, malgré tous les coachs qu'on peut avoir, l'expérience personnelle, forcément, elle est très enrichissante. Donc disons que ce stade un peu pré-professionnel prépare un petit peu à l'entrée dans la compagnie où on va devenir professionnel. Mais finalement, pas assez bien non plus, dans le sens où j'étais quand même très jeune. Je suis rentrée à 17 ans, j'avais pas encore fait ma dernière année de terminale, donc il a fallu que je gère ma terminale avec mon bac à la fin, plus clairement un emploi du temps de professionnel. Donc j'avais des journées d'entraînement énormes parce que je venais de rentrer dans la compagnie. J'avais vraiment envie, en plus j'avais à cœur d'évoluer dans cette compagnie, donc j'avais envie de bien faire, donc je m'entraînais beaucoup. Les premiers spectacles où il faut remplacer... Donc c'est vrai que même gagner sa vie à 17 ans, c'était déjà pas évident en fait. C'était déjà quelque chose de très étonnant en fait, recevoir son premier salaire, comment le gérer. Enfin, il y avait tout qui T'avais l'impression de grandir un peu avant les autres. C'est ça. Il y a un sentiment en plus, par exemple, avec mon frère, j'ai qu'1 an et demi d'écart. Donc disons que la comparaison était assez... je me disais, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir autant de responsabilités maintenant, quoi? En fait, quand j'ai été engagée, ça a été un peu ça. Je me disais, mais est-ce que je suis prête à avoir autant de responsabilités? En plus, j'ai voulu faire les choses à fond, donc j'ai voulu prendre mon appartement. Donc, ça a été vraiment... Je me suis retrouvée un peu, avec mon appartement, mon premier salaire, ma vie professionnelle et mes études à finir. Donc, ça a été... la première année, ça a été vraiment compliqué. J'ai pas beaucoup dormi. Parce que du coup, je travaillais le soir, quand je rentrais de spectacle. Donc à 22h, je prenais mes bouquins et j'essayais d'étudier tant bien que mal. Mais clairement, la philosophie, quand on rentre de spectacle, c'était compliqué. C'est pas ce qui te passionnait. Bah non, c'était très compliqué. Et puis j'étais fatiguée, quoi. J'étais fatiguée, stressée, parce qu'il fallait le lendemain être... aussi bien que la veille, en fait. C'est ça, c'est qu'on n'a pas... Au départ aussi, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur et on le sait. Donc c'est quelque chose d'assez stressant, en fait. Mais finalement, tout ce stress, j'ai appris à vivre avec, en fait. C'est quelque chose, maintenant, je sais que quand je suis en situation de stress, je pense que c'est l'école de danse, c'est le fait de commencer ma vie professionnelle tôt aussi, c'est quelque chose que j'ai apprivoisé, voilà. J'ai vraiment apprivoisé... T'as des petites techniques, des choses personnelles dessus? Les accepter, en fait. Je pense que quand on est stressé, il faut juste accepter de paniquer, enfin de stresser et se calmer. Alors après, oui, j'ai usé de beaucoup de choses, de méditation, de choses comme ça. Après, il faut voir un peu ce qui nous convient personnellement. Il faut tester plusieurs choses. Après, ça peut être très simple aussi. Ça peut être juste s'allonger, écouter un bon concerto de Rachmaninoff et ça détend très bien aussi. Mais après, ça dépend des gens. Moi, je sais que la musique me calme beaucoup, donc j'aime bien écouter de la musique. Après, c'est très différent pour chacun.
mais je pense qu'il faut prendre le temps, en effet, quand on est très stressé, de juste relativiser et essayer de... c'est ce que j'essaye de faire en tout cas, avant chaque spectacle, avant chaque événement un petit peu important, de prendre le temps de réfléchir de pourquoi j'ai accepté de le faire aussi. Parce qu'on est obligé... personne ne nous force à faire les choses. Moi, personne ne m'a forcé à rentrer et prendre un contrat à 17 ans. Personne ne m'a obligé à me produire en scène. Personne ne m'a forcé. Si je le fais, c'est que j'y trouve un plaisir aussi. En général, quand on est stressé, c'est qu'il y a une certaine forme de plaisir aussi. Donc, c'est se reconnecter à ce plaisir-là et aménager son stress, faire avec, quoi. Essayer de... Je pense, c'est pas l'intérioriser, c'est vraiment le prendre comme ami, quoi. En fait, je pense que quand on essaye de cacher son stress, c'est pire, en fait. Enfin, moi, j'ai vraiment constaté ça. C'est-à-dire que les fois où j'ai vraiment essayé de me dire non, je suis pas stressée, c'était pire, en fait. C'était pire parce que ça se sentait dans le corps, ça se ressentait dans le corps. Et du coup, on apprend tellement à exprimer, notre corps devient tellement notre deuxième langage que du coup, c'était inconcevable pour moi de me dire que ça transparaisse dans mes mouvements. Ça m'était insupportable parce que je me disais, mais comment je peux avoir travaillé autant une qualité de mouvement et ensuite arriver en scène et me laisser complètement déstabiliser et faire un quart de ce que je voulais. Donc je me disais, c'est pas possible. Et ça m'est arrivé plus d'une fois. On est rarement satisfait d'une performance scénique. Faut pas... les fois où on est vraiment 100% satisfait, ça arrive 2-3 fois dans une vie. Donc, en tout cas, ça reste toujours une vision personnelle. Mais en tout cas, moi, c'est très rare que je sois entièrement satisfaite. Donc c'est de l'aménagement. On apprend aussi à finalement être un peu plus, un peu plus bienveillant, en fait. Je pense que c'est surtout ça. Je pense que j'apprends avec le temps à être plus bienveillante. C'est-à-dire ne plus autant me mettre la pression, finalement, et de me dire, je suis humaine, finalement, c'est autant un sport qu'un art. Donc, certainement que ces failles-là qui vont se voir en scène parce que je suis un peu stressée, parce que, on va faire avec et je vais m'en servir dans les rôles que j'interprète. Donc, c'est là aussi où pourquoi je suis aussi passionnée et pourquoi j'aime autant mon métier. C'est que je peux autant penser à une performance sportive au niveau physique et au niveau abnégation totale du dépassement, de tout ce qu'on peut faire avec son physique. Les limites, elles sont infinies et je suis loin d'avoir tout découvert. Et en même temps, de pouvoir se servir de tout ce que j'ai appris, de la force qu'on développe à l'école de danse avec la difficulté de ce métier, de m'en servir maintenant pour les montrer en scène. Et donc, c'est un peu le chemin que je suis en train de faire maintenant. C'est un espèce de rétro-pédalage. Au lieu de vouloir être la meilleure à tout prix ou de vouloir être prouvée à la terre entière que je vais y arriver ou que voilà, ce qui est un peu quand on est plus jeune, ce qui se passe quand on est un peu plus jeune, de vouloir prouver à la terre entière qu'on a envie, etc. Là, maintenant, presque je désapprends, en fait. Je me sers de mes failles, je me sers de mes doutes parce que ça sert en général les personnages que je danse en scène, quoi. D'accord. Donc en fait, tu apprends constamment de tes erreurs et justement, tu veux plus être forcément la meilleure, tu veux juste être celle qui apprend le plus et qui continue à progresser tout le temps. En tout cas, oui, j'ai changé un peu d'objectif, ouais. Avant, mon objectif, c'était bien sûr d'arriver dans Danseuse étoile, c'était mon but, disons, c'était un but... C'était pas un but ultime, mais en tout cas, je voyais pas vraiment quelque chose derrière. Je me disais, je veux être Danseuse étoile, je veux danser des rôles. C'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie d'être seule en scène, j'ai envie de pouvoir m'exprimer, j'ai envie d'être la plus libre possible, parce que c'est ça, être Danseuse étoile aussi. C'est avoir énormément de liberté d'interprétation. Et en même temps, maintenant, je me dis, voilà, maintenant que je suis arrivée là, il faut que je continue à apprendre, que je continue à évoluer artistiquement. Et comment on évolue artistiquement? En enlevant petit à petit les boucliers qu'on a pu se mettre. Donc tu trouves aussi que quand on arrive à une certaine, on va dire, le but qu'on s'était fixé, en fait, on a tout de suite plus d'humilité qui vient parce qu'on prend du recul? Peut-être, alors je suis certainement mal placée pour parler de mon humilité personnelle, mais en tout cas, je pense qu'il y a une espèce de... c'est pas un relâchement, c'est quelque chose, une reconnaissance. Il y a eu une reconnaissance quand même malgré tout dans mon métier qui fait que je me sens plus apaisée quand même aussi maintenant. Je suis plus... j'ai énormément de champs qui s'ouvrent à moi, j'ai beaucoup de possibilités et j'ai envie de développer ça. Donc forcément, maintenant que je suis arrivée à un petit sommet dans mon domaine, j'ai envie de me dire que je peux me servir de tout ce que j'ai appris pour atteindre d'autres choses aussi. Donc c'est
c'est un peu la découverte. Je me laisse plus porter. Je me dis moins, voilà, je veux faire ça. Non, je me dis, je suis plus ouverte en fait. Je suis plus ouverte aux projets, aux choses un peu. Ma vision était, et je pense que c'était indispensable. J'ai été très concentrée pendant des années sur la danse, rien que la danse, et je pense que j'y serais pas arrivée de toute façon autrement. Donc je pense que ça a été un chemin qui a été indispensable, de vraiment être focus sur quelque chose, mais qui n'est pas en soi très constructeur pour la suite maintenant. Parce que si je veux me développer en tant qu'artiste, il faut que je m'ouvre au maximum à tout ce qui peut m'inspirer ou même des fois me déplaire, hein. C'est-à-dire que il faut regarder autant les choses qu'on aime que les choses qu'on n'aime pas. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, maintenant, je suis vraiment dans une recherche différente, en tout cas. Ok, super. Et donc c'est en 2018 que tu es nommée danseuse étoile, mais donc tu as commencé en 2006 dans le corps de ballet. Il y a 12 ans entre ces grades, en quelque sorte. C'est vrai, c'est une longue période. Et j'ai vu qu'il y avait en fait différents grades, niveaux. Je ne sais pas vraiment comment vous appelez ça à l'opéra. Et est-ce que tu pourrais nous en parler plus et un peu comment ça marche l'évolution ? Bien sûr. Alors en effet, 12 ans, ça a été... moi, ça m'a paru long. Ça m'a paru long. Il y a des carrières, chaque carrière est très différente à l'opéra. Je pense que comme partout, en fait, c'est peut-être ça d'ailleurs qui m'a fait tenir bon, c'est de me dire qu'il n'y avait pas de parcours type. Et je pense qu'il n'y a pas de parcours type dans n'importe quelle voie qu'on cherche, dans n'importe quelle voie dans laquelle on veut percer ou s'exprimer. C'est quelque chose de... Il ne faut pas trop suivre il faut s'inspirer d'exemples, mais il faut être très, je pense... très ouvert sur le fait que chaque parcours peut être plus ou moins long. Moi, j'aurais aimé, bien sûr, pouvoir être danseuse étoile avant, mais je pense que j'en étais pas prête. C'est-à-dire que ces 12 ans, voilà. Pourquoi ? Alors, ça a été long et difficile, et en même temps, je pense que ça a été des étapes qui ont été à chaque fois nécessaires à ce que, finalement, à 28 ans, je sois capable d'endosser aussi la responsabilité, la pression que ça peut être d'être danseuse étoile à l'heure actuelle à l'Opéra de Paris. Donc, et je pense que ce serait arrivé plus tôt. J'aurais peut-être pas eu les épaules pour défendre, en tout cas, pour me sentir légitime à ce titre. Donc en fait, c'est un peu hiérarchisé, c'est très militaire en fait, encore l'opéra. Donc il y a quadrille, coryphée, sujet, premier danseur, danseur étoile. Et pour accéder, sauf le titre de danseur étoile qui se fait sur nomination du directeur général, donc de l'opéra, qui était en l'occurrence Stéphane Lissner, et Aurélie Dupont, ma directrice artistique. Mais sinon, avant, ça se fait sur concours. Donc c'est un concours avec 5 membres de la direction, 5 membres... du corps de ballet de l'opéra qui est tiré au sort. Donc c'est un concours qui est très stressant, qui se produit chaque année, où il y a bien sûr plus d'échecs que de réussites, et des fois il n'y a même pas de poste, donc il n'y a pas de concours. Donc des fois il faut attendre une année pour rien, parce qu'on peut pas, enfin pas pour rien, parce qu'on se produit, on continue à s'entraîner, etc. Mais on ne peut pas passer l'échelon du dessus. Mes premières années ont été catastrophiques, si je veux. C'est vraiment, ça a été... je me sentais pas du tout à l'aise à l'opéra, je me sentais pas du tout dans mon élément, je pensais pas du tout que la vie professionnelle ressemblait à ça. Je me suis sentie très seule, en fait. C'est-à-dire que finalement, l'école de danse, on est très protégé, très entouré. On est dans un cocon doré et on arrive à l'école, dans la compagnie, et on est seul d'un coup. On doit se gérer tout seul. On peut prendre les cours qu'on veut. Parce que la compétition reste présente, en fait. C'est ça. La compétition reste très présente, mais on n'est plus du tout, géré par un professeur qui nous suit toute l'année. Donc, heureusement, il y a toujours eu 1 ou 2 personnes qui m'ont suivi de loin et qui m'ont regardé, qui ont continué à me donner des conseils. Mais c'est vrai qu'on se sent quand même très seul. Et donc, les 2 premiers concours, ça a été vraiment catastrophique, parce que c'était vraiment... J'avais beaucoup plus de pression que de plaisir. Donc, je me disais, mais comment... Enfin, si j'ai choisi un métier où je suis amenée à faire des concours pendant encore 10 ans, admettons, enfin 15 ans, et que ça me plaît pas, je me disais, je vais finir par me démotiver, parce que je fonctionne comme ça. Si ça ne me plaît pas, je n'ai aucune énergie. Si ça me plaît, j'ai énormément d'énergie. Donc, chacun est différent, mais moi, c'est vraiment la différence, elle est énorme. Et du coup, je pense pour tout le monde un petit peu, d'une certaine manière,
D'où l'intérêt d'ailleurs d'aller toujours vers des choses qui nous plaisent. Hein. Mais du coup, j'avais vraiment peur de m'être trompée, en fait. Je me suis vraiment dit, mince, peut-être que c'est pas ça, finalement, qui va te... Donc ça a été énormément d'interrogations, et bien sûr qu'ils sont d'ailleurs... ça a été un échec. Mes 2 premiers concours, ça a été un échec. Donc du coup, je me suis dit, bon... soit et tu penses que ce mental, à ce moment-là, aussi jouait sur ton physique et sur la blessure dont tu parlais ? Clairement, c'est complètement lié. C'est-à-dire que c'est une période où j'étais très perturbée parce que forcément très fragile, parce que je me sentais pas à ma place. Je me demandais si j'avais pris la bonne décision. J'étais très jeune, j'avais pas une vie normale aussi. Je voyais bien, j'étais pas idiote, je voyais bien que les jeunes de mon âge n'avaient pas du tout la même vie. Donc tout le monde s'amusait autour de moi, mon frère, enfin voilà, je voyais bien que ça se passait différemment. Donc je me disais, mais est-ce que finalement je suis pas en train de rater quelque chose aussi ? C'est ça qu'on se dit à un moment, on se dit je suis en train de me focaliser sur quelque chose, mais déjà on se dit, après 2 échecs en concours, on se dit, est-ce que ma perspective de réussite, est-ce que la réussite elle est possible ou pas ? Parce que du coup je me voyais pas non plus... Voilà, moi j'avais envie de danser seule, donc je me voyais pas non plus rentrer dans le corps de ballet, juste rester dans le corps de ballet et faire des ensembles. Il y a des danseurs à qui ça convient très bien parce qu'ils supportent pas forcément la pression d'être tout seuls et qui sont très contents de pouvoir danser en scène tous les soirs sans être exposés. Voilà, moi c'était vraiment pas, je me sentais à l'étroit. On me demandait de danser en même temps que les autres, au petit doigt près. Donc, c'était vrai que c'était quelque chose de très contraignant pour moi. Donc, je me disais, est-ce que j'ai vraiment choisi la bonne voie ? Et puis, au bout de 2 échecs, on se dit, bon, je suis peut-être pas faite pour ça. Je suis rentrée parce que, voilà, j'ai beaucoup travaillé. Et on se dit, peut-être que j'ai eu de la chance. Enfin, on commence à se dire, bon, mince. Au bout de 2 échecs, on se dit, bon, le 3e, s'il est pas bon, il va falloir penser à autre chose. Donc, je me suis dit, allez, on se laisse une 3e chance, une dernière chance. Et puis, je commençais à réfléchir à reprendre un cursus d'études, en fait. Je me disais, c'est peut-être plus ma voie, finalement. Tu voulais aller dans quoi ? J'aimais beaucoup, alors, soit pédiatrie, m'occuper des enfants, parce que je pense que l'éducation et comment on gère des enfants, même médicalement, en fait, finalement, un pédiatre, il a aussi un côté psy. Donc en fait, il y avait quelque chose d'intéressant pour moi parce que je pense que tout se passe beaucoup au niveau de l'enfance. Enfin, c'est moi qui le dis, hein, bien sûr, mais même au niveau expression corporelle, etc., c'est très très important. Donc en tout cas, peut-être pas pédiatrie, mais quelque chose, en tout cas dans l'univers, peut-être finalement aussi dans le mouvement. Hein, ça aurait fait certainement des parallélismes. Si j'avais repris un cursus d'études, j'aurais pas pu oublier complètement la danse. Donc j'aurais fait des ponts là aussi. Mais certainement ça, ou sinon philo. Je m'étais inscrite en fac de philo, comme ça. Parce que ça me permettait de gérer mon emploi du temps. Et c'était quelque chose c'était ce qui était le moins contraignant avec mes horaires et qui me plaisait le plus. Et je m'étais dit, le fait de m'ouvrir une autre porte, ça a été souvent comme ça pendant ces 12 ans. Finalement, à chaque fois que j'étais face à un mur, je me disais, ok, on prend une voie complètement différente et au moins, ça me permettra d'avoir un éclairage, en fait. C'est une question de prisme. Moi, je vois vraiment les choses comme des prismes. Et si on analyse les choses différemment, parce qu'on se force à aller voir ailleurs ou faire quelque chose de différent, ça débloque beaucoup de situations. Ça te permet de te remettre en question complètement. Tout au long de ta carrière. Ça a été vraiment, disons, c'est la première fois que j'agissais comme ça, un peu inconsciemment, en me disant, bon, ça me convient pas ce que je fais, il faut absolument que je trouve une porte de sortie, parce que je me voyais pas non plus abandonner l'opéra sans avoir non plus complètement envisagé une autre porte de sortie. Donc du coup, je m'étais vraiment dit, ok, c'est un an test, en fait, où je vais faire un peu plusieurs choses en même temps, et je vais voir ce qui va se passer. Et donc, je me suis vraiment autant investie à l'opéra que dans cette fac de philo où j'ai étudié consciencieusement et finalement ce 3e concours je suis montée en fait. Moins de pression, plus détendue. J'avais moins de pression, j'étais beaucoup plus détendue, j'avais une porte de sortie dans ma tête qui était là, qui était présente, donc du coup c'était vraiment pas quelque chose que je voyais de la même manière. D'un coup ça a été complètement différent et je me suis amusée, j'ai vraiment j'ai oublié que j'étais jugée en fait. J'ai oublié que j'étais là pour prouver ce que j'étais capable de faire et voilà. T'as dansé naturellement, c'est ça, comme tu l'aimais quoi. Ouais, c'est ça. C'est la première fois où j'ai pas ressenti de pression, de regard extérieur en fait.
Et c'est très agréable en tant qu'artiste quand d'un coup on arrive à se détacher de l'image qu'on peut renvoyer en fait, quand on arrive à se détacher complètement de... Je pense que c'est ça, quand un artiste il est vraiment épanoui en scène ou que ce soit un écrivain, un metteur en scène, un peintre, voilà. Je pense qu'il arrive vraiment à être fier de son travail quand il a été autonome, quand il s'est détaché de tout regard extérieur. Donc, Et c'est cet instant un peu rare de plénitude en fait que tu as. Et il me semble que cet instant, on va dire, de plénitude, tu le retrouves aussi quand, à la suite du spectacle de Don Quichotte en 2018, quand tu es nommé étoile. Ça a été très curieux. Alors, je sais pas si j'ai un ange au-dessus de la tête ou voilà, mais quand même, malgré tout, on peut croire à plein de choses et chacun a sa foi en fait, sa propre foi. Mais c'est vraiment, j'ai été ces 2 moments, oui, ont été un peu une boucle ce premier concours où finalement j'ai monté cette première marche qui a été du coup qui m'a donné des ailes en fait, clairement, parce que cette première marche qui a été montée, ça a été vraiment après ça a été assez vite en fait finalement, à part quand je suis après montée première danseuse, on en reparlera, mais finalement cette première marche de montée, elle a été tellement difficile pour moi à monter. Ces 3 ans, ça a été vraiment très long. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses et en même temps ça a été très long parce que vraiment j'ai eu beaucoup de doutes pendant cette période-là. Et du coup, cette première marche montée, ça m'a donné tellement d'énergie, tellement de confiance, ouais. Et du coup, après, l'année d'après, je suis montée à la marche d'après. Et c'était une espèce de suite logique, c'est-à-dire que comme j'avais testé cette petite chose, cette espèce d'effet de quand on arrive à se détacher de la pression qu'on peut se mettre même déjà tout seul, en fait. Cette envie de bien faire qu'on a en permanence, même dans la société actuelle, c'est clairement ça. On a envie de bien faire, on a envie de paraître toujours de plus en plus parfait. Et du coup, c'est vrai que ça met une pression encore supplémentaire, alors que j'en ai déjà beaucoup dans mon métier. Donc, du coup, c'est vrai que... puis cette envie l'envie de plaire, par exemple, aussi. C'est quelque chose qui est terrible pour un artiste. Si on commence à avoir envie de plaire, forcément, si on essaie de plaire à tout le monde, on perd son identité. On peut pas. Voilà, on peut pas. Donc ça a été aussi, ces 12 ans, ça a été aussi me réconcilier avec le fait on ne peut pas plaire à tout le monde, en fait. Et ce qui est pas forcément évident à comprendre quand on est plus jeune, je trouve. Parce que on a envie de bien faire, on n'a pas envie d'être dans le conflit, on n'a pas envie de... Voilà, donc en tout cas, moi, j'étais comme ça. J'avais pas envie de m'imposer aussi. C'est ça aussi. C'est qu'avec la maturité, finalement, on s'impose aussi. On impose une vision des choses. Pas forcément de manière violente, hein, mais avoir une conviction. Voilà, c'est ça. Ces 12 ans, ça a été développer mes convictions artistiques. Et je pense que ça n'aurait pas pu aller plus vite, finalement. Ça a été nécessaire. J'ai mis du temps. Il y a des gens qui comprennent ça plus vite. Il y a des gens qui comprennent ça plus lentement aussi, qui prennent plus de temps ou qui changent de voix à 40, 45 ans. En fait, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que moi, je vais avoir, par exemple, aussi, après mes 42 ans, donc l'âge de la retraite à l'opéra, je vais avoir une autre vie. Donc, il va falloir que j'y réfléchisse. Il va falloir que je prenne des risques aussi. Mais je pense que finalement, tout ce parcours... va me servir en fait, clairement. Ok, très bien. Et donc en fait ta nomination d'étoile, parce qu'il me semble que c'est justement Aurélie Dupont, la directrice de la danse, qui te nomme sur scène, mais c'est une surprise pour toi, tu t'y attends pas. Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Alors ça oui, je pense que je peux le raconter parce que j'ai l'impression que c'était hier en fait, vraiment. C'est autant présent maintenant que ce soir-là. C'était un remplacement de dernière minute. Donc, ce qu'on appelle un remplacement, c'est... dans chaque ballet, il y a un rôle-titre. Et donc, j'étais remplaçante de ce rôle-titre. Donc, on est un peu en cover au cas où une danseuse étoile se fait mal. Moi, à l'époque, j'étais première danseuse depuis 5 ans. Donc, je commençais un peu à me poser des questions. Deuxième phase de questionnement. Après une ascension un peu finalement rapide. Finalement, après ces 3 ans, j'ai eu une ascension très rapide. J'ai presque gravi les échelons chaque année. Donc ça a été une grosse source de stress parce que d'un coup, j'avais beaucoup de pression. Et en même temps, après, il y a eu un espèce de creux. Comme il y a souvent quand une carrière, c'est
rarement tout blanc ou tout noir. Donc du coup, c'est vrai que ça a été une période un petit peu compliquée où je me disais est-ce que c'est bien que je m'acharne à vouloir rester à l'Opéra de Paris ? Est-ce une autre compagnie avec un autre répertoire, est-ce que ça me conviendrait pas mieux ? Je me disais peut-être plus néoclassique, peut-être plus moderne, peut-être voilà. Donc je me disais, comme j'ai un profil un petit peu touche à tout, classique, contemporain, etc. Je me disais peut-être que finalement il me faut une compagnie, peut-être qu'il faudrait que je fasse un an ailleurs pour me nourrir un peu, comme je sentais que je bloquais. Et comme le mécanisme maintenant c'était vraiment de me dire bon, quand je bloque quelque part, j'envisage une porte de sortie. J'ai commencé à réfléchir à ça et j'étais remplaçante de ce rôle que je rêvais de danser à l'opéra depuis des années. Donc c'est le rôle de Kitry dans Don Quichotte. Don Quichotte, voilà. Le rôle de Kitry dans Don Quichotte, c'est un rôle qui me parle depuis toute petite parce que c'est le premier ballet que j'ai vu. Ça correspond un petit peu à ma personnalité. J'ai 2 parents italiens, donc là, c'est plus l'Espagne, mais finalement, ça se rejoint. Les cultures sont un peu similaires et donc c'est vraiment un rôle il y a plusieurs facettes. Elle est beaucoup dans la séduction dans le premier acte. Après, il y a tout un rêve beaucoup plus romantique, etc. Dans le deuxième acte. Et le troisième acte, c'est vraiment brio, technique. C'est un ballet qui est très complet, qui est très agréable à regarder parce que très festif. Et du coup, voilà, c'est vraiment un rôle où je me disais... j'ai envie de le danser parce que c'est un rôle où je me sentirais à l'aise. C'est pas un contre-emploi. Enfin voilà, il y a des choses où je me disais, voilà, pour aborder un premier rôle à l'opéra, ce serait formidable. Mais ça restait... on apprend aussi très vite, quand on rentre à l'Opéra de Paris et dans n'importe quelle grande structure, qu'on peut pas tout avoir, qu'il faut faire des compromis, qu'on peut pas tout danser, qu'on peut pas... c'est comme une actrice, elle peut pas avoir... elle rêve de faire des rôles qu'elle fera peut-être jamais, c'est comme ça. Et c'est des choses... donc j'ai toujours essayé de me donner les moyens, en tout cas... de réussir. S'il y avait une petite occasion, je me disais, s'il y a une petite occasion qui se présente, il faut que tu sois prête. Voilà. Et est-ce que, en fait, ça me fait penser, parce que je m'interrogeais en préparant cette interview sur justement la dimension internationale de l'opéra et sur le fait, en fait, est-ce que tu vois des différences marquantes, en fait, entre l'opéra, je sais pas, français, russe, et même tout ce qui se développe, parce qu'il me semble que maintenant, il y a beaucoup de gens de partout dans le monde qui vont à l'opéra, et qu'est-ce que tu penses de cette internationalisation ? Je pense que c'est très bien. Enfin, moi, je pense que c'est très bien et que c'est nécessaire parce qu'il faut que la danse continue à aller dans finalement ce qui est en train de se passer partout. En fait, je vois pas pourquoi la danse devrait rester sectaire finalement avec l'Opéra de Paris, la Russie, les États-Unis. Donc là, je parle des grosses compagnies. Mais finalement, de plus en plus, on fait des galas à l'international. Moi, ça m'arrive souvent maintenant de danser avec d'autres danseurs du monde entier. Et c'est très enrichissant en fait en tant qu'artiste. C'est génial de pouvoir se nourrir de cultures différentes et de pouvoir mélanger aussi tout ça. Et c'est clairement ce qui est en train de se passer en danse et je pense que c'est très bien et c'est comme ça qu'on arrivera à remettre la danse au centre de la culture, comme peuvent l'être la musique, comme peuvent être le cinéma. La danse est un peu laissée de côté des fois et c'est vrai que c'est quelque chose qui est, pour moi en tout cas, aussi important que d'autres arts en fait. Donc ça va avec, je pense que ça va avec le fait qu'il faut que la danse devienne plus populaire aussi, qu'on puisse accéder au théâtre plus facilement, que certaines classes sociales puissent avoir accès aussi au théâtre. Je pense que c'est important et c'est vraiment quelque chose auquel je pense je me consacrerai plus tard, dans une seconde partie de ma vie, parce que c'est vraiment... c'est vraiment une autre conviction que j'ai, c'est que je pense que ça peut beaucoup aider. Après, il y a d'autres formes aussi, par exemple l'art-thérapie, où on aide les gens par la danse et par le mouvement. Là, je m'éloigne un peu de la mondialisation, mais c'est vrai que c'est quelque chose de... Finalement, plus la danse pourra être partagée à tous les niveaux, mieux ce sera, je pense. Mais qu'est-ce que tu penses, en fait, justement, qu'est-ce qui distingue pour toi l'opéra français des autres quand, justement, tu danses avec des autres danseurs ? Alors, il y a un style français, en effet, qui, en fait, ne se perdra pas dans le sens où chaque école, donc on parle de l'école française, de l'école russe, de l'école américaine, chaque école forme ses danseurs. Et de toute façon, avec un enseignement qui lui est propre. Donc, de toute façon, les caractéristiques
de l'école française vont se retrouver au fur et à mesure des générations. Après, il y a des mélanges qui peuvent se faire, mais l'école française, on reconnaît l'école française par, on dit, un style un peu plus épuré, un style un peu plus... où il y a moins de démonstrations sportives, c'est plus caché. En fait, ça va être plus dans la grâce, dans l'élégance, dans la subtilité, dans quelque chose de pas... voilà, on n'est pas dans le show, en fait. Vous êtes dans un côté un peu plus humain, on va dire, et moins... Oui, peut-être, c'est moins show-off, c'est plus quelque chose de... plus raffiné, oui, il y a un truc, mais comme on peut retrouver dans la mode française, par exemple, dans la haute couture ou dans le cinéma, il y a quelque chose qui est très différent de, par exemple, du cinéma hollywoodien, ou voilà, il y a une patte française qui se retrouve aussi dans la danse, ça c'est sûr, et moi c'est comme ça que on m'a appris la danse comme ça, donc clairement je suis... on reconnaît que j'ai le style français, ça c'est sûr. Après, on peut faire il y a des comparaisons possibles. Par exemple, on est très proche aussi du style italien, qui est la France et l'Italie se sont beaucoup inspirés en danse et en plein de choses. Après, on peut en peinture, en architecture, en nourriture. Voilà. Donc après, finalement, je pense que la danse n'est pas différente d'autres arts. C'est-à-dire que les sources d'inspiration se mélangent de plus en plus, et c'est très bien comme ça, tout en conservant une identité qui est propre à chacun, en fait. Et ce mélange, tu le vois aussi justement avec d'autres types de danse ? Oui. Clairement. De plus en plus, la danse classique se mélange avec des arts plus contemporains. Moi, je vais faire de plus en plus de projets où on mélange clairement les styles. Hip-hop, danse classique, moderne. Ça peut être aussi danse tribale. Les danses, elles sont infinies. Et ça, c'est quelque chose aussi qui me plairait beaucoup. De pouvoir mélanger encore plus les styles. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Et c'est très enrichissant parce que on regarde par exemple un danseur hip-hop à côté d'un danseur classique, on le regarde encore plus, je trouve qu'il y a encore, le décalage est tellement énorme qu'on arrive à, je pense, encore plus apprécier le langage de chaque style de danse. Donc si on ne connaît que le hip-hop et on ne connaît que ça et qu'on ne connaît pas d'autres formes de danse, ça va être moins intéressant, je pense, que de mélanger, de s'inspirer, parce que finalement les danseurs hip-hop évoluent eux aussi, les danseurs classiques évoluent, les danseurs contemporains évoluent, chacun se nourrit de toutes ces formes de danse différentes, et je trouve ça génial. Moi j'adore aussi les danses tribales, c'est très intéressant, c'est très animal, c'est très terrien, c'est très très beau aussi, il y a énormément de force qui se dégage. Et ça te permet de continuer à apprendre constamment, en fait, c'est ça, c'est que c'est des choses dont je me nourris, parce que finalement j'ai eu des expériences très très fortes en scène en tant que danseuse contemporaine, en fait, finalement. Je pense par exemple au Sacre du Printemps de Pina Bausch, où j'ai dansé dans la terre, on danse dans la terre, c'est vraiment très tribal. Il y a un sacrifice humain à la fin, moi je meurs, vraiment, c'est la première fois que je mourais en scène d'ailleurs, et j'étais vraiment pieds nus dans la terre, presque pas, le costume il est presque inexistant, donc c'est quelque chose ça a été une expérience très forte, et ça a changé la danseuse classique que je suis. Donc finalement, et je pensais même pas être capable de pouvoir faire quelque chose comme ça. Donc c'est des choses qui sont, je pense, indispensables maintenant, à l'heure actuelle, de se nourrir d'autres mondes, d'autres modes de danse. Et si on veut que la danse classique évolue, il faut passer par là, parce que la danse classique, elle est encore considérée pour beaucoup comme quelque chose de très élitiste, ce que j'entends, je suis tout à fait d'accord, je peux pas le nier, mais c'est quelque chose qui est important, je pense, de la faire. Faut faire évoluer la danse classique, c'est important. Il faut, justement, je lisais quelque chose, un interview de toi où tu disais justement que vous étiez avant tout des personnes normales, des humains, même si vous aviez eu une carrière atypique. Bien sûr. Mais, et que en fait, le public, d'une certaine manière, était aussi attaché à ça, parce que tu disais qu'il aimait voir vos faiblesses. Oui. Qu'il aimait voir en fait que vous aviez aussi vos défauts. Non, mais c'est vrai, c'est quelque chose de très... c'est pas toujours évident en tant qu'artiste, quand on n'est pas content d'un spectacle, par exemple, de se dire que c'est peut-être là où on a touché le plus. C'est pas toujours évident de l'entendre, parce qu'on a tendance à se dire que quand on a fait une performance parfaite, c'est là où c'était touchant, alors qu'en fait souvent c'est pas le cas. Souvent c'est pas le cas. Les spectacles où j'ai eu
les meilleurs retours finalement, que ce soit mes amis proches ou ma famille, etc., c'est finalement des moments où c'était loin d'être parfait. Donc c'est quelque chose qui est en effet difficile à admettre, mais c'est la réalité. Plus on montre ses failles en scène, ou plus un réalisateur, par exemple, dans tous les domaines, un peintre, un réalisateur, un artiste, enfin voilà, n'importe quel artiste, plus il va montrer ses failles, plus il va être touchant. Donc plus il va être controversé aussi. Certainement, mais finalement, est-ce que c'est pas ça qu'on cherche dans l'art ? Est-ce que c'est pas ce qu'on cherche de perturber, de gêner, ou de faire rêver, en fait, dans plein de domaines différents ? Mais c'est ça qu'on cherche. Pourquoi on va au théâtre ? Pourquoi on regarde des films ? Pourquoi on lit un bouquin ? C'est pour s'interroger sur soi-même, donc ou sur notre rapport aux choses. Et donc, en fait, finalement, je me suis rendu compte que quand j'étais finalement moins perfectionniste, en fait, c'est aussi ça, enfin, être un peu moins exigeante et se laisser le droit de tomber, de rater, alors c'est là où il y a une différence en effet avec un sportif de haut niveau qui va faire les JO par exemple. Là, s'il fait pas un bon chrono, il fait pas un bon chrono, c'est tant pis pour lui. Moi, c'est pas le cas. La danse, c'est très différent de ça. C'est pour ça que c'est difficile d'expliquer mon métier, parce qu'il y a une vraie part sportive, en effet. On n'a pas vraiment le droit à l'erreur, on doit avoir une hygiène de vie incroyable. Et en même temps, si on n'est pas un peu curieux, si on se challenge pas en permanence pour essayer de justement d'enlever ces couches de préparation, ultra préparation, d'être ultra préparé physiquement, d'être mentalement hyper solide. Si on n'enlève pas un petit peu ces couches-là, on va pas toucher les gens en scène en tant qu'artiste. Donc c'est un équilibre qui est difficile à trouver, mais qui est, je pense, nécessaire. En fait, toi, ta performance, si je peux me permettre, en fait, c'est pas dans un chrono, c'est plus en fait dans la sensibilité et ce que tu vas transmettre aux gens et ce qu'ils vont sentir. C'est ça. Mais là où c'est très difficile, c'est que on pourrait s'exprimer librement en scène. Pour être au sommet de ses capacités artistiques, il faut parfaitement maîtriser son corps. Donc c'est ça qui est difficile, c'est qu'il y a un lâcher-prise qui doit se faire, mais seulement après avoir travaillé comme un fou. Il faut maîtriser son sujet parfaitement. Donc il faut que moi physiquement, quand j'interprète un rôle, il faut que physiquement je sois capable d'aller jusqu'au bout du ballet. Et des fois c'est des ballets qui sont très difficiles physiquement. C'est-à-dire que c'est des ballets qui demandent énormément d'endurance physique, qui demandent une vraie préparation sportive. Et du coup, l'un ne va pas sans l'autre. En fait, c'est ça qui est difficile, c'est que je ne peux pas me dire maintenant, ok, je me repose sur mes acquis physiques et maintenant j'interprète. Non. Malheureusement, pour interpréter, pour être le plus libre possible en scène, il faut maîtriser parfaitement la technique donc il faut allier les deux et trouver un équilibre précaire, parce qu'il est précaire cet équilibre, et il y a des spectacles où on arrive plus ou moins à le doser, des spectacles un peu moins. Voilà, donc c'est vraiment des choses et c'est pour ça que j'aime autant, pourquoi j'aime autant la scène, c'est pour ça aussi, c'est qu'il y a un danger, il y a quelque chose, on ne sait pas vraiment si on va réussir à se découvrir complètement ou pas, on ne sait pas est-ce qu'on va se sentir assez à l'aise pour finalement exprimer ses failles. Il y a des soirs où je me dis, non, là je suis trop fragile, je me sens pas capable d'aller jusqu'au bout, donc ça arrive donc et en même temps c'est un bon dosage à trouver, voilà, c'est un équilibre à trouver, voilà, vraiment. Et en fait on pourrait croire que quand tu deviens étoile en 2018, c'est un peu ta ligne d'arrivée, mais ce que tu nous dis là en fait c'est que t'es constamment sur une ligne de départ, c'est ça, que t'es toujours en train d'apprendre. Je pense que en tout cas ce serait très réducteur de dire que j'ai tout appris. Même dans la danse, dans l'univers de la danse, dans mon milieu déjà, j'ai pas tout appris. C'est impossible de tout apprendre. On découvre, déjà le corps change, par exemple, ne serait-ce que ça. C'est-à-dire que mon corps évolue avec le temps, donc il y a des capacités mentales que je développe, mais mon corps, il est pas toujours à... Il y a des fois j'ai des douleurs, il y a des fois où je dois gérer un corps qui est fatigué, donc il faut faire avec aussi. Donc on apprend toujours, oui, en effet, parce que j'apprends souvent de périodes où je suis extrêmement fatiguée, par exemple, parce qu'on est obligé d'avoir d'un coup l'esprit qui prend beaucoup plus le relais, ou
ou par exemple des périodes où je suis très en forme, où je peux me laisser aller plus et me lâcher un peu plus en scène. Voilà, là par exemple, la reprise après le coronavirus, comment ça va se passer ? Ce sont des interrogations que j'ai. Est-ce que mon corps il va être aussi en forme qu'avant, malgré les entraînements qui ne sont quand même pas les mêmes, parce qu'on adapte, mais quand on fait 3 heures tous les soirs en scène d'un ballet avec un public, avec l'adrénaline que ça représente et l'énergie que ça peut représenter, forcément, chez nous, c'est pas la même chose. Donc on a beau s'entraîner, c'est pas la sensation de la scène, en tout cas, elle est pas là en ce moment. Et qu'est-ce que l'opéra, justement, vous dit à propos de la reprise ? Est-ce que vous avez un peu justement une perspective pour la suite ? Oui, alors on a une perspective de reprise en octobre avec des spectacles en petit comité, avec essayer de faire un maximum de solos ou de pas de deux pour ne pas... il n'y aura pas de pièces de groupe, en tout cas, ça c'est certain. Après, bien sûr, on est comme tout le monde, comme la majorité des personnes à l'heure actuelle, plein d'incertitudes. Au niveau de la culture à l'heure actuelle, c'est très difficile de programmer des spectacles sans avoir de visibilité encore parfaite sur ce qui va se passer. Donc, heureusement, la perspective de projet est présente, et donc ça nous permet d'être enthousiastes. Enfin, moi je sais que là vraiment depuis qu'on reprogramme des spectacles, que l'opéra nous a bien confirmé que si tout va bien en octobre on recommence, etc. Bien sûr, je suis hyper heureuse d'apprendre ça. Après, voilà, on reste tous très vigilants et on sait tous que ça reste pour l'instant indéfini, hein. Clairement. On est tous dans une période un petit peu étrange. Enfin, en tout cas, personne n'a jamais vécu ça. C'est ça. Et donc là, tu as 30 ans, c'est oui, bien 31. Ça 31. Excuse-moi. Et donc la retraite, tu nous l'as dit tout à l'heure, c'est à 42 ans à l'opéra. Exactement. Et tu disais justement que le confinement t'avait permis de réfléchir à ça. Qu'est-ce que tu vois comme projet ? Est-ce que tu as déjà même des opportunités en fait qui viennent à toi ? Alors, après le coronavirus, c'est ça ? Ou, non. De manière générale. On va dire pour ta vie. Pour ma vie de manière plus large, quoi. C'est ça. Des envies. Bon, alors oui, il y en a beaucoup. J'aimerais beaucoup faire du théâtre, par exemple. C'est quelque chose qui m'intéresse. Peut-être aussi, certainement, parce que j'aime la scène, j'aime l'adrénaline de la scène, j'aime l'adrénaline du one shot, quoi, l'espèce de côté où on n'a pas le choix. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va me manquer si j'en fais plus du tout. Après, dans les perspectives, même en tant que danseuse, de continuer à développer un peu les ponts qui peuvent se faire avec d'autres supports. Je pense qu'il y a vraiment... je pense qu'il n'y a pas que le théâtre. Je suis de plus en plus convaincue qu'il faut que j'arrive à développer... les ambitions que je peux avoir artistiques sur d'autres supports, en tout cas, de manière peut-être pas dans un théâtre, parce que pour l'instant on a du mal à faire venir encore tout le monde dans un théâtre, donc parce que là en ce moment la période est particulière, mais aussi de manière générale parce que les théâtres ne sont pas encore ouverts à tout le monde, les billets sont chers, c'est compliqué. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup développer, de faire plus de projets qui lient musique, vidéo, photo, plein de choses qui m'intéressent beaucoup. Ça restera en tout cas certainement dans l'univers artistique. Oui, ça je me vois mal quitter cette voie-là. Clairement, c'est vraiment quelque chose qui m'épanouit, dont j'ai besoin en fait. Donc je pourrais pas faire autre chose, ça c'est sûr. Après, on peut pas danser éternellement. Le corps vieillit, donc à 42 ans, on est mis à la retraite. Donc bon, après il y a beaucoup de danseuses et danseurs qui continuent un peu sous d'autres manières. Ça peut être aussi plus danse-théâtre, ça peut être aussi plus de contemporain, un peu moins de classique, s'éloigner un peu de la branche classique. Donc il y a plusieurs perspectives, il y a plusieurs possibilités. Et j'éloigne pas non plus quand même le fait de reprendre des études aussi. Je l'enlève pas complètement comme option parce que il y a quelques bagages finalement qui seraient quelques éléments qui seraient nécessaires à faire des ponts aussi. Je pense par exemple à l'art-thérapie dont on parlait récemment, aider les gens par le mouvement, ça m'intéresse aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Tu as une volonté en fait de transmission aussi après ta carrière de danseuse. Clairement. Moins
moins avant, mais plus le temps passe, plus j'ai ce désir quand même de retransmettre ce qu'on m'a appris, quand même malgré tout. C'est un tel bagage, c'est tellement enrichissant pour la vie en fait, juste de manière générale pour la vie, comment affronter la vie. C'est tellement enrichissant que je me vois mal ne pas retransmettre finalement ce qu'on m'a appris avec autant de générosité. Donc de plus en plus, en effet, la perspective de retransmettre aussi me parle. Donc c'est à voir. Après, je suis très curieuse, je change beaucoup d'idées, donc bon, c'est possible que l'an prochain ce soit encore complètement différent, donc on verra, mais en tout cas pour l'instant oui, c'est ça. En tout cas, tu veux toujours apprendre, et pour toi justement c'est pas une fin en soi, ta carrière, c'est justement un renouveau. Non, clairement oui. La nomination d'étoiles en tout cas a clairement pas été une fin en soi. Je pense que quand on arrive à un objectif en effet qu'on s'est fixé depuis si longtemps, parce que moi ça fait clairement depuis 20 ans que je dis que je vais être dans ces étoiles. Enfin, quand j'avais 28 ans, ça faisait depuis que j'avais l'âge de 8 ans que je disais ça. Donc c'est vrai qu'au bout de 20 ans, quand on réalise un objectif finalement qui était aussi important pour moi, clairement c'est un nouveau départ, oui. Complètement. Enfin, moi, je le vois pas autrement. Ça a été, justement, voilà, ouvrir toutes les portes possibles maintenant pour savoir quel est le prochain objectif, quoi. Très bien. Écoute, on arrive sur la fin de cette interview. J'ai encore deux petites questions. Déjà, une petite question de curiosité, c'est si tu devais choisir une musique ou un album ou un artiste pour te représenter, ou ton artiste préféré, ce serait qui ? Mon artiste préféré, alors c'est difficile, mais je pense que je vais quand même... je sais pas, je pourrais donner un choix peut-être classique et un choix un peu plus contemporain. Parfait. Alors en choix classique, je suis une grande fan de Rachmaninoff, vraiment, une fan... Il y a une chanson, une symphonie plutôt. C'est un concerto, c'est le concerto numéro 2 de Rachmaninoff. C'est vraiment, je pense que c'est la musique que j'écoute quand je suis un peu stressée, ou c'est un conseil que je donne souvent, de s'allonger, de mettre le concerto numéro 2 de Rachmaninoff, et en général on passe un très très bon moment. On prend en compte le conseil. Voilà. Et après, qu'est-ce que j'aime ? Alors j'ai un père qui est pianiste de jazz, donc forcément il y a une empreinte, il y a une culture jazz qui est très très présente chez moi, donc je pense je suis une grande fan de Miles Davis par exemple, donc là c'est un peu moins, on se rapproche un peu, c'est un peu plus contemporain, mais on est quand même pas encore voilà. Et après sinon ça reste dans le jazz, hein, mais par exemple Gregory Porter, j'aime beaucoup. Après il y a des Oxmo Puccino par exemple, je suis une grande fan. J'écoute un peu de tout, hein. Là j'ai essayé de donner, j'ai pas trop envie d'être restrictif, parce qu'après on pense que j'écoute que ça, alors que j'écoute vraiment beaucoup de musique, et j'aime beaucoup aller à des concerts. D'ailleurs, là, j'ai pris des billets pour l'an prochain. Donc, j'ai pris Oxmo Puccino et j'ai pris aussi Polo & Pan. Voilà. Donc, voilà. C'est des petites choses comme ça. Je pense que c'est important pour tout le monde là, à l'heure actuelle aussi, même de soutenir. C'est une manière de soutenir à ma manière un petit peu aussi tout ce qui est les artistes en fait, de manière générale, de pouvoir prendre des places de concert, des places de théâtre, essayer de relancer un peu la programmation culture, quoi. Ah, c'est super, écoute, on prend en compte tout ça. Et dernière question, où est-ce que les gens peuvent te contacter, où est-ce qu'ils peuvent te voir, te retrouver en spectacle ou sur les réseaux ? Alors donc au mois d'octobre, je reprendrai ma saison à l'Opéra. Ensuite, je fais mon premier gala dansé dans un théâtre en plein air en Sicile, en Italie, fin août. On croise les doigts pour que ça se passe bien, mais normalement, comme c'est en plein air, il ne devrait pas y avoir de problème. Et ensuite, j'ai un compte Insta où on peut retrouver mon adresse Gmail et me contacter directement sur cette plateforme-là. Eh bien, super. Merci beaucoup, Valentine. C'était un plaisir. Merci à toi et à bientôt. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté ce premier épisode jusqu'au bout. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à mettre des étoiles sur Apple Podcast et à me contacter via Instagram sur le compte laligne.podcast. Un grand merci à Strand Touch pour le sound design de cet épisode. Je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle rencontre qui s'annonce déjà incroyable. C'était David pour le podcast La Ligne.